Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Landau associé par VK. On va parler de réintégration des non-vaccinés en quelques secondes, mais tout de suite, les brefs de la semaine. L'employeur public, nous dit INSEA, peut, même plus de 2 ans après, récupérer les sommes perçues par un agent au titre d'activité accessoire non autorisée. Le théâtre Strasbourg nous dit que non, la caserne n'est pas un lieu où le sapeur-pompier est supposé avoir des ébats sexuels. Et le théâtre Paris suspend une décision du Sénat mettant à la retraite d'office un administrateur du Sénat qui avait été un temps soupçonné d'espionnage. Le PUP, c'est quoi le PUP ? C'est le projet urbain partenarial. Le problème, c'est que quand on adopte un PUP, pour partie, il y a un aspect contractuel, pour partie, il y a un aspect d'acte unilatéral. Alors, est-ce que du coup, je le tacte par un recours Tarn-et-Garonne, contractuel, par un recours pour excès de pouvoir, un peu des deux ? Réponse, allez, c'est bon, on peut faire un recours Tarn-et-Garonne, nous dit le Conseil d'État, contrairement à ce qu'avait jugé INSEA. De son côté, la cassation commerciale nous dit, quand des règles de concurrence et de publicité, code de la commande publique, s'appliquent à des personnes privées, quels sont les pouvoirs du juge des référés précontractuels ? Réponse avec cette décision. Important aussi, la Cour des comptes a rendu ses premières décisions, dont une décision s'inscrit dans le régime nouveau de responsabilité unifiée des ordonnateurs et des comptables. Cette décision du 11 mai nous donne les premières indications sur la manière qu'a la Cour des comptes d'appréhender ce nouveau contentieux, cette nouvelle responsabilité. Je vous ai mis ici quelques éléments résumés. La Cour des comptes, toujours, le 12 cette fois-ci, a rendu une autre décision sous l'ancien régime de responsabilité des comptables, mais qui est très intéressante en matière de préjudice financier, qui n'est pas constitué quand le comptable public a fait ce qu'il pouvait pour essayer de recouvrer les sommes et que c'est l'ordonnateur qui a un peu bloqué. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le contrôle sur des primes irrégulières, le préjudice initial n'a pas pu être constitué par le comptable public lorsque celui-ci était en train de suivre des mandatements mois après mois qui étaient antérieurs à son arrivée. La Cour européenne des droits de l'homme a confirmé la position qui avait été celle du juge pénal français. Alors, il a fait quoi, le juge pénal français ? Il avait dit que quand un élu a une page Facebook, c'est à lui de faire le nettoyage. Et quand il y a des gens qui vont déposer des propos haineux sur la page Facebook de cet élu, cet élu pourra être condamné pour ne pas avoir fait le nettoyage. Ça s'applique évidemment en dehors des élus, ça s'applique évidemment à toute page Facebook publique. Et donc cet élu a dit non, c'est pas bien, c'est pas normal, c'est pas sur moi qu'il faut taper. La CEDH, grande chambre, a confirmé cette position du juge français. C'était une confirmation que la CEDH avait déjà faite précédemment, mais là, avec solennité, c'est confirmé. Il y a une instruction interministérielle très intéressante sur la gestion et la prévention des conflits d'intérêts dans le domaine des caisses de sécurité sociale, des organismes de sécurité sociale. Et puis, c'est loin du droit public, mais il faut quand même le signaler, la Cour de cassation en plénière a adopté 2 arrêts très importants qui étendent considérablement les critères permettant de fonder une compétence universelle de la justice française en matière de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de torture. Responsabilité toujours et CEDH toujours. Insulter un policier, ça peut justifier une sanction, mais pas un emprisonnement de quelques jours comme en l'espèce. En matière de langue, le théâtre Paris avait, il y a quelque temps, accepté qu'une plaque en marbre à Paris, sur les anciens édiles, les noms des anciens édiles, puisse être écrite en écriture inclusive. Le théâtre Grenoble, lui, a exclu cette écriture inclusive, mais dans un acte administratif de l'université de Grenoble, un règlement, au nom non pas de ce que serait ou pas la langue française, au nom du principe de clarté et d'intelligibilité du droit. À suivre, c'est évidemment très débattu. Ce qui est moins débattu en revanche, c'est l'utilité pour les usagers, pour les administrés, de ne pas avoir à redonner à chaque fois les mêmes papiers, les mêmes informations quand ils vont voir différentes administrations. Oui, mais ça veut dire que ces administrations doivent partager ces informations. C'est le fameux principe, dites-le nous une fois, DLNUF pour ceux qui aiment bien les acronymes étranges. Après une réforme en 2018, 2019, toute une série d'avancées qui passent par des échanges de données informatisés, ce qu'on appelle des API, des interfaces de programmation applicative, 2 décrets du 11 mai sont venus approfondir, multiplier les cas où on a ces échanges d'informations et de données entre administrations qui s'imposent
toujours pour développer le dites-le nous une fois. En matière de logement, une instruction a été adoptée pour savoir comment réaliser le bilan triennal et la procédure de constat de carence pour la loi SRU, logement social. En matière d'animaux, je peux avoir des activités taurines, corrida, feria ou autre, si j'ai une tradition locale ininterrompue. Eh bien, le TEA de Montpellier a dit que une interruption de 20 ans, c'était une interruption suffisante pour interdire une activité taurine. Et le TEA de Toulouse, confirmant un certain nombre d'autres jurisprudences, a quant à lui censuré les prolongations injustifiées du déterrage des blaireaux. C'est un mode de chasse très particulier. Et puis voici les mini-brèves, ici, et là, et encore là. Mais passons à notre grand dossier, réintégration des non-vaccinés, mode d'emploi. Ce qu'avait prévu la loi du 30 juillet 2022, la voilà. C'était une suspension de cette obligation vaccinale par décret après avis de l'autorité de santé. L'avis de l'autorité de santé a été remis ici et il y a eu une instruction et un décret du 13 mai, suspendant donc cette obligation de vaccination contre la Covid-19 pour certains professionnels de santé et étudiants. De son côté, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture une proposition de loi visant à remplacer cette suspension par une abrogation. Mais bon, voyons déjà comment on gère cette reprise du personnel, là, maintenant. Pour tout ceci, voyons tout simplement quelques questions à mon associé Guillaume Ganard. Bonjour Guillaume. Bonjour. Première question. Les services de l'État nous disent que c'est au chef d'établissement de contacter les professionnels suspendus pour leur signifier la fin de la suspension et indiquer un poste d'affectation, une date de reprise du travail. Es-tu d'accord avec cette analyse ? Je crois qu'il y a deux choses. D'abord, il n'y a pas forcément une obligation pour l'administration de contacter les agents. Les agents ont été suspendus, ils ont quitté le service, la suspension est suspendue, ils peuvent donc réintégrer le service. Et normalement, ils doivent venir prendre leur service comme n'importe quel agent en début de semaine vient prendre son service. Donc ça peut être l'initiative des agents qui peut être sollicitée. Bien évidemment, certains agents peuvent ne pas prendre cette initiative, auquel cas il appartiendra effectivement à l'État ou à l'administration hospitalière de leur écrire pour leur demander de reprendre leur service sur tel poste. Parce qu'il est vrai que depuis les mois qui se sont écoulés, le poste a peut-être été occupé par un autre agent. Donc pour prendre tel poste, ou le cas échéant tel autre poste, dans un délai qu'il convient de déterminer. Le délai de 15 jours n'est pas un délai qui est requis, c'est un délai qui ne peut être qu'indicatif parce qu'il n'y a aucun texte qui prévoit un tel délai. Et en cas de refus, on peut avoir un abandon de poste, donc avec une radiation des cadres ou des effectifs selon le cas. C'est bien ça ? Effectivement, si l'agent ne prend pas l'initiative de revenir lui-même dans le service et que l'administration lui propose de reprendre le service et prend cette initiative, qu'il n'y a pas de réponse, à ce moment-là, il appartient à l'administration d'engager une procédure pour abandon de poste, qui est une procédure qui n'a rien à voir avec la procédure disciplinaire. Donc on doit indiquer à l'agent d'ailleurs qu'il n'aura pas les garanties de la procédure disciplinaire. Cette procédure d'abandon de poste se manifeste par le fait qu'on écrit à l'agent en lui indiquant qu'il doit reprendre son poste à telle date, à tel lieu, sur telle fonction. Et si l'agent ne revient pas, à ce moment-là, il est radié des cadres. Il faut simplement respecter un délai raisonnable, alors que l'État a sans doute fixé à 15 jours, mais en réalité, le délai raisonnable peut être inférieur à 15 jours. C'est une question d'appréciation au cas par cas. L'État évoque aussi la piste du changement d'affectation dans l'intérêt du service. Quelles sont à ce stade tes recommandations ? Alors effectivement, c'est une option que le changement d'affectation. Si l'agent ne veut pas reprendre son poste antérieur, on peut lui proposer un autre poste qui correspond à son grade. Ça, c'est une condition sine qua non. L'emploi doit correspondre au grade de l'agent. Pour ce faire, il y a une procédure. Il faut simplement écrire à l'agent qu'on envisage de le muter d'office dans l'intérêt du service. Et puis, il faut évidemment qu'il y ait une condition de fond qui soit remplie, c'est l'intérêt du service. Alors, l'intérêt du service, quel peut-il être ? À mon sens, le simple fait que l'agent ne veut pas revenir sur ses fonctions antérieures ne caractérise pas l'intérêt du service. En revanche, ce qui pourrait caractériser l'intérêt du service, c'est si on est certain que l'agent
en revenant dans le service sur ses fonctions, sera très mal accueilli par ses collègues, parce qu'on sait qu'il y a des tensions, que ceux qui sont restés en poste, qui ont satisfait l'obligation vaccinale, parfois voient d'un mauvais œil leurs collègues qui ont refusé de se faire vacciner et qui les ont laissés d'une certaine manière, de leur point de vue, en première ligne dans la lutte pour la prise en charge des patients victimes de la Covid-19. Toujours selon l'État, on peut envisager aussi la rupture conventionnelle, sauf pour ceux des agents à qui ça n'est pas applicable, comme les praticiens hospitaliers. C'est bien ça ? L'idée de la rupture conventionnelle me laisse un petit peu dubitatif, non pas parce qu'en soi, elle ne peut pas être mise en œuvre, elle peut l'être pour les fonctionnaires hospitaliers, mais je ne sais pas si c'est vraiment la procédure adaptée en l'occurrence, parce que d'abord, ça pourrait être très mal vécu par les soignants qui sont restés dans le service et qui ont satisfait leur obligation vaccinale. Ils pourraient se dire, nous avons fait le nécessaire, nous avons été présents, nous avons assuré la continuité du service, d'autres sont partis et en plus, ils sont partis et on va leur faire un cadeau financier par la conclusion d'une rupture conventionnelle. Donc c'est quelque chose qui me laisse un petit peu dubitatif, non pas sur le plan juridique, je le répète, mais quant à l'opportunité. En ce qui concerne les praticiens hospitaliers, la position de l'État me semble fondée parce que quand on prend le champ d'application de la rupture conventionnelle, effectivement, les praticiens hospitaliers n'entrent pas dans le champ des dispositions relatives à la rupture conventionnelle. Ce qui fait que pour eux, on reste dans les procédures habituelles qui peuvent aller jusqu'à la rupture de la relation de travail par une procédure d'abandon de poste. Et puis reste la situation des personnels de droit privé. Pour les personnels de droit privé comme pour les personnels de droit public, l'initiative peut venir du salarié lui-même. Il se présente à nouveau à son poste de travail, mais bien entendu, l'initiative peut venir de l'administration. Si l'agent ne veut pas reprendre le poste antérieur, son poste antérieur, alors là, il y a plusieurs possibilités. Ou l'administration est d'accord pour l'affecter à un autre poste. Auquel cas, si cela entraîne une modification substantielle du contrat de travail, eh bien, il faut tout simplement signer un avenant au contrat de travail pour que les parties conviennent des nouvelles fonctions. Si l'administration ne veut pas affecter l'agent à un autre poste, ou si elle le propose mais que l'agent refuse, auquel cas, il y a deux possibilités qui s'ouvrent pour l'administration. Soit elle licencie l'agent pour faute grave parce que le fait de ne pas se rendre à son poste est une faute grave, selon la jurisprudence, et donc l'administration peut dérouler la procédure de licenciement pour motif personnel. L'autre solution, c'est l'utilisation d'un dispositif tout nouveau en droit du travail, qui est la démission présumée pour abandon de poste. C'est-à-dire que quand l'agent ne revient pas dans le poste, ne reprend pas ses fonctions sans justificatif, l'employeur peut engager une procédure de démission présumée pour abandon de poste. Et là, il y a un délai de 15 jours qui doit s'appliquer entre la lettre par laquelle on demande au salarié de reprendre son poste et le constat de la démission présumée. Étant précisé que cette démission présumée, par rapport au licenciement, a des conséquences beaucoup plus radicales, parce que l'agent n'a évidemment pas droit à des indemnités de licenciement, bien sûr, mais en plus, il n'a pas droit à une allocation de chômage, puisqu'il est censé avoir démissionné. La perte d'emploi n'est donc pas une perte involontaire d'emploi, c'est une perte volontaire qui, comme telle, n'ouvre pas droit à une allocation de chômage. Merci beaucoup Guillaume. Merci, au revoir. Et merci à vous tous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlons de associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.